Alors, il est vital de savoir dériver une intégrale au moins dans le cas simple. Le cas simple, c'est celui du théorème fondamental de l'analyse qui dit que quand vous posez cette formule-là avec une fonction f qui est continue sur un intervalle i, avec une constante a qui a été choisie dans i, eh bien, vous définissez une fonction sur i qui se trouve être de classe C1, c'est-à-dire dérivable de dérivée continue sur i, et qui en plus est l'unique primitive de petit f sur i s'annulant a. Ce qui veut dire en particulier que grand f' de x vaut f de x, puisque grand f est la primitive de petit f. Donc la dérivée de grand f fait petit f, et f de a vaut 0. Donc c'est un théorème central et fondamental en analyse, et il arrive souvent en fait que dans un sujet de concours ou d'examen, on construit tout un problème avec des fonctions définies par une intégrale à un paramètre, et à un moment on veut la dériver, et ensuite on utilise cette dérivée dans toute la suite du sujet. Et donc si vous ne savez pas dériver ce genre d'intégrale, l'enfer vous attend. Dans la suite de cette vidéo, on va présenter une méthode simple et concrète qui rend l'application de ce théorème super cool et super légère. Et donc cette présentation est à préférer à toutes les autres, parce qu'elle vous permet de traiter des problèmes compliqués de manière simple et sympa. Alors voici la méthode recommandée pour dériver une intégrale. À noter que la fonction avec laquelle on est censé bosser, elle est super compliquée, notamment elle a des choses un peu bizarres dans les bornes, elle a du x et du x, ça ressemble pas à la formule qu'on a dans notre cours, au théorème fondamental de l'analyse. Et donc en utilisant la présentation suivante, vous allez vraiment vous rendre les choses simples, faciles. Vous allez cacher la complexité pour ne faire que des choses justes et simples. Alors, en tout premier, vous devez poser une fonction qui va utiliser le théorème fondamental de l'analyse qui est dans votre cours. Et donc, on prend globalement cette formule-là, sauf que pour coller à notre cours, il nous faut une constante ici, qui va être dans l'intervalle sur lequel on va bosser, c'est R, 0 est dans R, c'est bon, et juste x ici. Donc pas de x2, pas de 2x, pas de trucs zarbi, non. La formule, une constante, un x, exactement pile poil comme dans le théorème qu'on a dans notre cours. Ensuite, ce qu'on fait après avoir introduit cette fonction-là, c'est nous qui l'introduisons, donc on choisit la lettre et ainsi de suite. On va paraphraser le théorème. On va pas dire d'après le premier théorème fondamental de l'analyse, blablabla, pour l'invoquer. Non, on va juste le paraphraser, comme ça le correcteur saura de quel théorème il s'agit. Et en même temps, on énonce les propriétés qu'on va utiliser. D'après le cours, la fonction là, elle est de classe C1 sur l'intervalle R, et c'est l'unique primitive sur R. Alors ici, ça serait bien de préciser que de la fonction continue, j'ai oublié, désolé, qui a x associe cosinus de x2. C'est important parce que quand on applique un théorème, il faut vérifier que ces hypothèses sont satisfaites. Et dans nos hypothèses, on a intervalle, c'est pour ça que j'ai insisté lourdement sur le fait que R c'était un intervalle. Il nous faut une fonction continue sur cet intervalle-là. Et il faut aussi que le nombre qu'on a choisi pour mettre là soit dans l'intervalle qu'on a choisi. Et donc, on paraphrase le théorème. Donc on attrape que f est de classe C1 et que c'est l'unique primitive de cette fonction-là. Ça, c'est fait. Et donc, une fois qu'on a introduit cette fonction-là et qu'on a deux nouvelles propriétés super cool dessus, ça y est, on va pouvoir s'attaquer tranquillou à notre problème. Et donc, notre fonction g de x, on commence par faire châle, ici, parce que ça nous arrange pas qu'il y ait deux bidules compliqués dans les bornes. Nous, il nous faut une constante. Et donc, en faisant châle, on coupe l'intégrale en deux. Alors on introduit le plomb 1 qu'on veut, on aurait pu mettre 1, 2, 3, 15, 10 000, mais en fait comme j'ai déjà utilisé 0, j'ai intérêt à utiliser le même. Donc on a coupé l'intégrale en deux, vous voyez, ça fait, avec le moins, c'est comme si j'avais l'intégrale de x à 0 et de 0 à x2, ça se met bout à bout, ça fait bien ça. Et après la partie super importante, c'est qu'on fait intervenir la fonction qu'on a posée avant. C'est-à-dire qu'on écrit la fonction compliquée en fonction de notre gentille petite fonction à nous, pour fabriquer la fonction avec des compositions, des additions, des différences, des quotients, enfin avec les règles de base sur les fonctions. Donc ça, c'est une étape super fondamentale, qui simplifie les choses parce que maintenant, vous voyez, g de x, c'est tout simplement cette gentille petite formule. Et du coup, comme c'est une différence de fonctions qui sont de classe C1, celle-là parce qu'on l'a déjà dit plus haut,
et celle-là parce que c'est une composée de fonction C1, et bah petit g est de classe C1, c'est-à-dire dérivable de dérivée continue. Du coup, on peut calculer sa dérivée, et quand je dérive g de x avec la gentille petite formule là, attention, j'ai une composée à faire. Pour dériver une composée, je vous rappelle qu'on commence par dériver l'intérieur, ça fait 2x. Puis on multiplie par la dérivée de l'extérieur, ça fait f', et on recopie ce qu'il y avait à l'intérieur, ça fait x2. Et ensuite, moins f' de x. Vous pouvez dériver les composés autrement si ça vous chante, mais la manière que j'ai utilisée est simple, concrète, et on se plante pas avec ça. Alors que les autres manières, souvent, c'est pourri. Ok. Maintenant qu'on a réussi à dériver, on n'a pas envie d'avoir des f', c'est pourri. On a envie d'avoir une fonction simple et concrète, et c'est là où on va utiliser que ce qu'on a dit, à savoir que grand F, c'est l'unique primitive de la fonction petit f là, ce qui veut donc dire que f' de x, grand f' de x, est égal à cos de x au carré. Et donc on a juste à remplacer f' par cos de x au carré. Alors attention, ici on met en plus un x2 dedans, donc ça nous fait un 2x cos de x2 au carré, moins cos de x2. On simplifie et bam, on a une expression simple de la dérivée de g. Et on a réussi à gérer la complexité de cette fonction. Et donc, encore une fois, ici on a une trame qu'on va pouvoir réutiliser dans tous les autres exercices avec de toutes petites d'infimes variantes. Et donc je vous la recommande chaudement. Alors, pour s'occuper de la fonction h, qui diffère un peu de nos exemples précédents, puisqu'on a plusieurs intégrales, une avec un moins, une avec un x là, une avec un x là, et surtout on a des fonctions différentes ici et là. Une première solution consisterait à, par exemple, retourner l'intégrale là pour faire apparaître un plus. Et là on se rend compte que, on a la forme du cours, on n'a qu'à poser une fonction grand F pour cette partie-là, et une fonction grand G pour cette partie-là, ce qui fait qu'on a deux fois le théorème à appliquer pour des fonctions différentes. Donc on a une première unique primitive de cette fonction-là avec un plus, une autre primitive de la fonction avec un moins, et ensuite on poursuit de la façon habituelle en disant que h, c'est une somme de deux fonctions C1, puisqu'on vient de le dire, et quand on dérive h, on trouve la dérivée de f et la dérivée de g, mais comme f est la primitive de cette fonction et g est la primitive de cette fonction, il suffit de remplacer et on trouve la dérivée. Alors j'ai pas exploité exactement la trame précédente parce que les détails sont trop différents. Oui, on a deux fonctions qui interviennent ici au lieu d'une. Après les maths, c'est pas rigide. L'idée de la trame précédente, c'est que on pose des fonctions et on utilise le théorème pour dire qu'elles sont de classe C1 et ce sont des uniques primitives des fonctions qui nous intéressent. C'est ça l'essence de la trame. Et la deuxième idée fondamentale, c'est qu'on exprime la fonction compliquée avec lesquelles on doit travailler en fonction des deux expressions qu'on a posées pour exploiter ça et faire des calculs simples. Après, il peut y avoir des variations stylistiques dans l'utilisation de la trame, et c'est exactement le cas ici. Il faut être un peu flex quand on fait des maths. D'ailleurs, personnellement, j'essaye de vous proposer des trames, mais le français que j'utilise n'est pas forcément des plus élégants parce que je ne suis pas un grand littéraire, et libre à vous d'arranger les phrases que je vous propose pour que vos mathématiques coulent de manière plus limpide que les miennes. Mais par contre, les arguments fondamentaux doivent être présents. Notamment, insister lourdement sur le fait que vous travaillez sur un intervalle, expliquer aussi que les fonctions sont continues. Ça, c'est les arguments sur lesquels on vous attend. On veut que quand vous appliquez un théorème, vous vérifiez ces hypothèses. On devrait même dire que 0 et 1 appartiennent à l'intervalle R. Donc ce sont ces tout petits détails-là qui vont faire que soit vous allez avoir la totalité des points de vos questions, soit s'il manque ces tout petits arguments-là, on peut vous gratter 1, 2 ou 3 petits points sur 4. Voilà. À noter que parfois il y a des opportunités pour être malin. Notamment, là on a transformé un peu notre expression pour faire apparaître ça, mais on a deux fonctions qui interviennent, c'est un peu relou. On se dit que mince, si je faisais châle ici pour découper un petit bout des intégrales là, par exemple comme ça, j'enlève le bout qui va de 0,1 avec celle-là,
et je rassemble les deux autres, et bah du coup j'ai plus qu'une seule fonction à poser. Je n'ai plus qu'une seule invocation du théorème à utiliser. Ce qui diminue la tâche ici, ça la divise par deux. Vous voyez, ça m'évite une phrase, ça m'évite des explications, ça m'évite de faire intervenir G, et donc c'est une alternative peut-être un peu plus simple. Alors, soit elle vous arrange, auquel cas vous la mettez en œuvre, et si ça vous arrange pas, vous faites comme ça. Mais donc on a des alternatives. Il faut juste par contre appliquer ce théorème fondamental de l'analyse correctement en respectant les étapes que je vous ai proposées, et tout se passera bien. Alors cette fois nous allons essayer de dériver cette fonction là qui est définie en tant qu'intégrale impropre. On a une intégrale qui va jusqu'à l'infini. Bon, alors vite fait, on peut voir que ça c'est une fonction qui est continue sur 0 l'infini. Et en plus l'infini, on a exponentielle moins t sur t, qui va être par exemple négligeable devant exponentielle moins t, qui est strictement positif, et l'intégrale de 1 à l'infini d'exponentielle moins t dt converge, de sorte que cette intégrale là va converger pour tous les x qui sont strictement positifs. Donc ça c'est fait, hein. On n'a pas de problème de convergence ici, introduite par le point plus l'infini. Alors par contre, comment est-ce qu'on va dériver cette chose-là? Eh bien en utilisant la trame précédente, on a quand même envie d'introduire une fonction qui ressemble comme deux gouttes d'eau au théorème qu'on a dans notre cours, avec cette intégrande ici. Donc je vais poser l'intégrale jusqu'à x de t sur exponentielle moins t. Ici il faut choisir une constante. En fait cette intégrale-là elle converge pour tous les x strictement positifs, mais pas en 0. Donc je vais pas pouvoir choisir 0 comme constante, mais n'importe quelle constante entre 0 et l'infini convient. Je vais choisir la plus sympa et la plus jolie pour moi, par exemple 1, c'est bien. Voilà. Et donc l'intervalle qui m'intéresse, ça va être 0 à l'infini ouvert. Et donc je peux raconter le baratin habituel. La fonction là est classe C1 sur cet intervalle-là, j'insiste sur intervalle. Et c'est l'unique primitif sur 0 à l'infini de la fonction continue qui a x associé exponentielle moins x sur x. Attention à ne pas vous mélanger les pinceaux, hein. La variable t est utilisée pour exprimer ce qu'on intègre pour l'intégrale, mais les variables de fonction dont il est question, c'est x. Ce qui veut dire que quand on dit que c'est l'unique primitif de blablabla, il faut surtout pas utiliser la lettre t, puisqu'on est en train de parler d'une fonction de x. Il faut remplacer les t par les x. C'est un détail insignifiant, mais les étudiants se vautrent souvent à cause de ça, avec plein de confusion dans leur tête. Ok, une fois qu'on a posé notre fonction et qu'on a une fonction qu'on sait dériver puisque c'est une primitive de classe C1, on va s'intéresser à la fonction qu'on nous a donnée. Notre priorité c'est d'exprimer ce truc tordu en fonction de ce truc gentil. Et donc on fait châle souvent, pas toujours uniquement, mais souvent on fait châle. Et donc là ce qu'on peut faire c'est que je peux dire que c'est l'intégrale qui va de x à 1 plus l'intégrale de 1 à l'infini. Donc l'intégrale de 1 à l'infini ça fait une constante que j'ai choisi d'appeler c, elle converge, hein. Et l'intégrale de x à 1, je la retourne avec un moins pour dire que c'est l'intégrale de 1 à x, et du coup je peux écrire que c'est c moins f de x. Et donc là on est arrivé à écrire notre fonction compliquée en fonction de notre gentil grand F qu'on a posé, c'est trop cool. Donc c'est ça l'essence de la présentation que j'essaye de vous vendre. Et du coup, sur cette expression-là, c'est super facile de voir qu'on a une fonction de classe C1, puisque une constante c'est C1, et f, on vient de dire qu'elle est C1. Différence de fonction C1, c'est C1. Et du coup, on a le droit de la dériver, et quand on la dérive, la dérivée d'une constante, ça fait 0, la dérivée de grand F, ça fait grand F', et c'est là qu'on utilise que grand F, c'est une primitive de cette fonction-là. Donc ça veut dire que la dérivée de grand F, c'est cette fonction-là. Et donc on trouve une gentille petite expression pour tous les x entre 0 et l'infini. Et donc on n'a pas eu de souci finalement avec l'infini pour dériver. Il faut penser à faire ça, et ça marche super bien.